De même, on peut décomposer une tâche en se disant, ah, l'élève, il comprend pas ce qu'on veut faire parce que la consigne est trop floue, est trop large. Eh bien, on va décomposer, on va dire, ben, petit 1, tu vas faire ceci, petit 2, tu vas faire cela, petit 3, tu vas faire ça, etc. Et c'est vrai que comme ça, on guide l'élève. Et c'est une nécessité. En même temps, ce faisant, on atomise l'activité de l'élève. Et l'élève ne perçoit plus le but réel de l'activité. Et il va se dire, ah bah, c'est bien, j'ai répondu aux questions. Ah oui, mais au fond, j'ai pas compris ce qu'on attendait de moi. Et je ressors de là avec la satisfaction d'avoir répondu aux questions, mais pas la satisfaction de savoir quelque chose de nouveau. Parce qu'en répondant aux questions, il n'est pas certain que j'ai vraiment perçu là où on voulait m'emmener. En fait, ils perçoivent cette activité un peu comme un jeu télévisé. Vous savez, on pose une question, bip, on donne la réponse, et ça y est, et c'est fini, on oublie, on passe à la suivante. Et je crois qu'on a tous vécu ça, le fait de répondre à des questions séparées les unes des autres. Et c'est seulement au moment de la correction, quand le professeur donne la réponse, enfin les réponses, qu'on se dit, ah c'est vrai que oui, ce qu'on a répondu c'est juste, mais en fait il fallait aller beaucoup plus loin. Il fallait réfléchir à la question générale ou la dernière question qui était beaucoup plus large. Bon, allez, une petite dernière pour la route, s'appuyer sur la culture et sur les centres d'intérêt des élèves. Ah bah oui, on va faire un travail sur les motos, on va faire un travail sur le rap, on va faire... Bon, bien sûr, ça peut mobiliser les élèves, et notamment des élèves qui ne sont pas à l'aise avec ce qu'on étudie d'habitude à l'école, et qui considèrent que ce n'est pas leur monde, que l'école ne leur parle pas, parce que l'école parle un autre langage, et même que l'école exerce une violence symbolique sur eux-mêmes, parce qu'elle dévalorise leur culture. Donc voilà, s'appuyer sur la culture des élèves, en soi, c'est une bonne chose, et c'est même nécessaire. En même temps, il faut faire très attention, parce que le rôle de l'école, c'est aussi de faire découvrir l'altérité aux élèves, de leur faire découvrir un monde qu'ils ne connaissent pas. Et puis, il y a aussi un risque évident qui est le risque de démagogie, de prétendre à parler le langage jeune aux élèves. Ah oui, alors on va étudier une chanson de rap, ah, c'est cool le rap. Oui, mais enfin bon, le propre de l'adolescence, justement, et l'adolescence, je vous rappelle qu'on se sent ado de plus en plus tôt, même à l'école primaire, on se sent un peu ado dans les grandes classes, hein. Le propre de l'adolescence, c'est quoi? C'est justement de se construire une culture contre la culture des adultes. Et la culture adolescente, c'est précisément une culture qui n'existe que parce qu'elle s'oppose à celle des adultes. Alors si les adultes se mettent à scolariser la culture adolescente, certes, on peut peut-être se sentir valorisé 5 minutes, mais que vont faire les ados? Ils vont s'empresser de, de réinventer une autre culture à côté. Lorsque les adultes se mettent à parler avec du langage jeune, que font les jeunes? Ils changent de langage, ils inventent un autre langage jeune. C'est une démagogie dont ils ne sont pas dupes. Et au contraire, l'élève, il attend de l'adulte qu'il reste un adulte. Et le risque, c'est que l'adulte soit ridicule à essayer de singer les jeunes, et que ça fasse rigoler, qu'il ne soit pas pris au sérieux. Donc, voilà, reprendre la culture des élèves, c'est pas en soi la solution. Bref, voilà, tous ces petits ajustements. On en voit, je trouve, une très bonne compilation dans un film qui a eu beaucoup de succès quand il est sorti. En fait, c'est un livre, hein, un livre de François Bégodeau, qui est paru au début des années 2000 et dont on a fait un film qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2008, qui s'appelle Entre les murs. Le film de Laurent Cantet qui vous décrit le parcours, enfin une année scolaire en fait d'un enseignant qui est entre les murs du collège, hein, il sort pas du collège, tout se passe entre les murs, et on voit ses relations toute l'année avec une classe de milieu populaire. Et en fait, on voit cet enseignant qui est plein de bonne volonté, comme tous les enseignants, mais qui doit passer son temps à s'ajuster parce qu'il est tout le temps pris dans l'urgence, à se rendre compte que ah bah ça se passe pas tout à fait comme il avait prévu. Et donc ces ajustements, c'est des ajustements du type de ceux qu'on vient de voir, mais en fait ça tombe toujours à plat. Il multiplie les bourdes, les erreurs, parce il est confronté sans arrêt à des imprévus, et des imprévus qui entraînent des effets pervers. Donc tout ça pour dire que le changement pédagogique, ça implique des tâtonnements, ça implique des difficultés, et c'est normal. On ne peut pas du jour au lendemain avoir la bonne recette qu'on applique, et de toute façon le public change, les conditions changent, et ce qui marche dans une classe ne marchera pas dans une autre. Enfin bon, ça implique des tâtonnements et des difficultés.
La question, c'est comment on fait pour accepter ces tâtonnements et ces difficultés, pour les assumer et pour être capable de dépasser la nécessaire frustration, la déception qu'il peut y avoir à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui marche mal ou qui entraîne des effets pervers. Eh bien, pour accepter toutes les difficultés liées à ces tâtonnements, il faut être conscient de la finalité qu'on poursuit. Il faut avoir un objectif, et encore une fois, tracer un sillon droit, accrocher la charrue aux étoiles. La charrue, elle bute forcément dans des cailloux, et voire même il y a des moments où vous allez la casser, votre charrue. Mais c'est pas grave, si vous savez où doit vous mener votre sillon, eh bien, vous aurez le courage de la réparer, de recommencer, de corriger votre geste, et d'aller jusqu'au bout. Mais si vous regardez tout le temps vos pieds, vous allez vite vous décourager. Donc, il faut avoir un horizon, il faut être conscient de la finalité. C'est-à-dire qu'il faut un idéal professionnel. Un idéal professionnel pour les enseignants qui donne un sens à tous ces changements. Sinon, dans tous ces changements, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit que les tâtonnements, on ne voit que les difficultés. Donc, il faut que les enseignants aient une motivation, je dirais, réellement politique. Politique au sens de conscience de leur rôle social, de leur fonction sociale. Et là, justement, c'est un peu le problème de notre école qui doit se redéfinir un projet, justement. Alors, si les enseignants ont du mal à se définir un idéal professionnel alternatif, qu'est-ce qu'ils font? Ils tâtonnent, on l'a dit, ils sont dans des routines incertaines. Et puis, quand une réforme arrive, que faire? Quand une réforme arrive, on a tendance à vouloir la détourner ou la contourner. Je donnerai quelques exemples ici des difficultés de réformer l'école, parce que oui, on l'a dit, il y a des initiatives qui sont prises pour assouplir la forme scolaire. D'abord, comment sont perçues les réformes? Les réformes sont d'abord perçues comme un empilement d'injonctions réglementaires. Alors, derrière les mots ampoulés qui sonnent bien, empilement d'injonctions réglementaires, reprenez calmement, et c'est facile à comprendre. Des injonctions, ce sont des choses qu'on est obligé de faire. Et ces injonctions, elles sont imposées par des règlements, et elles s'empilent. Alors pourquoi je veux souligner ça? D'abord parce que j'aurais partir de l'ambition des politiques, ceux qui font les réformes, les ministres, les administrateurs, c'est de faire ce qu'on appellera une réforme paradigmatique. Une réforme paradigmatique, c'est une réforme qui agit sur le paradigme, sur les principes du système scolaire et qui peuvent transformer le système dans ses principes, dans ses fondements. C'est de ça que l'école a besoin. Quand je parlais dans une séance précédente de réinventer l'école, il faut des réformes paradigmatiques. Donc, il faut changer les principes d'organisation, les principes de fonctionnement du système. Je vous avais donné l'exemple, par exemple, de la réforme plus de maîtres que de classes, la réforme de Vincent Peillon de 2013, l'idée de mettre plus de maîtres que de classes dans les écoles, comme ça, on est un peu obligé de trouver une fonction au maître surnuméraire et on va inventer de nouvelles pratiques, justement. On va faire de la co-animation, on va faire des dédoublements occasionnels, on va se partager les élèves d'une façon originale, on va organiser du soutien. Bref, on va bousculer la forme scolaire. On va s'obliger à assouplir la forme scolaire. Ça serait une réforme paradigmatique. Et c'est l'idée un peu de tous ces nouveaux dispositifs pédagogiques dont j'ai fait la liste tout à l'heure, c'est d'introduire un nouveau rapport maître-élève, un nouveau rapport élève-savoir aussi, faire en sorte que le rapport de l'élève au savoir soit plus seulement le savoir c'est ce que le maître nous impose, mais l'élève qu'il devienne demandeur du savoir. Donc c'est paradigmatique. Et l'idée c'est qu'on espère que ça va contaminer tous les cours. Que ce qu'on fait en TPE ou en IDD, on se dit tiens c'est intéressant, je vais faire la même chose dans mes classes. Bref, ce sont des réformes qui s'appuient sur un véritable choix politique. Ce sont des réformes qui se veulent paradigmatiques. Est-ce qu'elles ont été appliquées dans cet esprit? Pas tout à fait. Et le problème, c'est qu'on a du mal à passer au stade des principes. Là, je vous ai dit que c'est des réformes qui veulent changer les principes. Alors justement, est-ce qu'on arrive à changer les principes? Aux yeux des acteurs, pas vraiment. Aux yeux des acteurs, ces réformes, c'est bien souvent perçu comme des contraintes réglementaires supplémentaires, un empilement d'injonctions réglementaires. Je vous donnerai quelques exemples. L'évaluation par compétences. Je vous ai cité tout à l'heure le livret personnel de compétences. Voilà, cette usine à cases, c'est énorme. C'est une contrainte, une injonction réglementaire énorme. L'enseignant ne voit plus le sens de ce qu'il fait quand il doit cocher 111 cases tous les trimestres pour chaque élève. Il ne voit plus à quoi ça lui sert. Peut-être une ou deux qui vont l'inspirer en se disant tiens oui, tel élève il a des besoins là-dessus. Oui, mais
voilà, ça ne lui inspire plus des idées de résolution des problèmes. Et alors, le drame, c'est qu'il y en a un que ça inspire encore moins, c'est celui qui en a le plus besoin de l'évaluation par compétence, c'est l'élève. Parce que l'idée de l'évaluation par compétence, c'est de pouvoir dire clairement à l'élève ce sur quoi il a des points faibles et ce sur quoi il a des points forts, pour que l'élève puisse rentrer dans une logique d'autonomie par rapport à son savoir, qu'il devienne acteur dans la construction de son savoir, et que l'élève identifie ses points forts et ses points faibles, et qu'il ne se laisse plus seulement porter à recevoir une note et puis la ranger dans son sac dès qu'il l'a reçue, mais qu'on formule, on verbalise les attentes que l'on a. Et toutes ces compétences, ce sont justement des formulations, des attentes de l'institution qui dit à l'élève, tu dois savoir faire ça, tu dois savoir faire ça. Tout ça, ce sont des choses qui font partie d'ordinaire du curriculum caché, des attentes de l'école que l'élève ne voit pas. Donc on les rend visibles. Donc c'est pour l'élève que c'est fait d'abord l'évaluation par compétences. Or, voilà, ces longues grilles, ces livrets interminables, c'est perçu d'abord comme une injonction réglementaire, et l'intérêt pédagogique est facilement oublié. Après, vous avez quelques enseignants qui s'en saisissent, mais le paradoxe, c'est très souvent, ce sont des enseignants qui avaient eux-mêmes leur système avant, qu'ils avaient créé patiemment pendant des années, ils avaient affiné progressivement, ils avaient réussi à faire leur système d'évaluation, et puis il y a un livret qui tombe du ciel et qui leur impose de remettre en cause tout ce qu'ils faisaient. Et vous trouvez même des enseignants qui, du coup, vont s'opposer à des dispositifs qui pourtant confortaient ce qu'ils faisaient. Mais ça les confortait en les obligeant quand même à des remises en cause significatives, à des contraintes supplémentaires, alors qu'eux avaient trouvé un équilibre. Bon. Un autre exemple, voilà, je crois que j'ai fait la liste ici, voilà, l'évaluation par compétence. Un autre exemple, la suppression du redoublement. Il faut savoir que dans les années 60, la moitié des élèves redoublaient en primaire. On a constaté l'inutilité du redoublement, puisque je vous l'ai déjà dit, les élèves qui ne redoublent pas ont en général le meilleur résultat que les élèves qui redoublent à niveau scolaire égal au départ. Bon, donc on a l'idée de la suppression du redoublement qui est maintenant qui a été supprimée par le décret de 2014. La suppression du redoublement, ça tire les conséquences de cette inutilité et ça oblige les acteurs à imaginer d'autres moyens de traitement de la difficulté scolaire. Se dire, face à un élève en difficulté, il faut trouver autre chose que le faire redoubler puisque ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a supprimé le redoublement, ça c'est clair. Maintenant, aujourd'hui, il est devenu marginal, le redoublement, il est devenu beaucoup plus rare. Mais on n'a pas remis en cause le reste. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé un nouveau moyen de traitement de la difficulté scolaire. Donc maintenant, on se retrouve avec une solution de moins, le redoublement, qui était certes une mauvaise solution, mais qui était quand même une solution. Donc on a une solution de moins, mais on n'a pas trouvé quelque chose de plus. Donc voilà, on dit on nous interdit le redoublement, on redouble plus, mais voilà, on a une injonction réglementaire qui vient du ciel, mais on n'a pas de solution à la place. De même, le projet d'établissement, l'interdiction des devoirs à la maison. Il faut savoir qu'en 1956, on a interdit les devoirs à la maison. Et oui, en primaire. En primaire, il y a une circulaire de 1956, ça fait quand même longtemps, qui a interdit les devoirs à la maison. Pourquoi ? Parce que les devoirs à la maison, d'abord c'est inutile, il est assez rare que les élèves en tirent vraiment parti, c'est même contre-productif souvent, ça dégoûte les élèves du travail scolaire plus qu'autre chose, et puis c'est inégalitaire. C'est inégalitaire parce qu'évidemment tout le monde ne fait pas ses devoirs dans les mêmes conditions. Et là je vous renvoie non seulement au cadre matériel dans un petit appartement où s'entasse une famille de 8 personnes, et au cadre aussi humain où on a des parents qui vont pouvoir vous aider ou pas. Ou c'est même parfois les parents qui font les devoirs, comme ça c'est fait. Enfin bon, bref. Donc c'est contre-productif et inégalitaire. Il n'empêche que on n'a jamais réellement appliqué cette directive. On continue à donner du travail à la maison. Parce qu'on ne voit pas très bien comment on pourrait s'en passer. Donc en fait, vous voyez, on a essayé à chaque fois de mettre les enseignants face à des obligations de repenser leur pratique, et puis on n'est pas allé jusqu'à la remise en cause. On n'est pas allé au stade des principes, à se dire, c'est vrai, il faut que je me remette en cause, puisque je ne peux plus utiliser la solution que j'utilisais. Non, on continue.